Alors, un petit rappel de la séance d'hier, de ce qu'on a fait tout au long de la séance d'hier, qui était surtout une séance euh, pour, pour comprendre comment on va acquérir, euh, comment le client il va acquérir mon produit, les stratégies de vente, euh, comment il va accepter à acheter, c'est qui les DMU, c'est qui les Decision Maker Units, qui fait quoi, comment je peux vendre, qui targeter, c'est quoi surtout c'est quoi aussi les stratégies pour le petit terme, le moyen terme et le long terme euh, dans les ventes et tout ce qui est récurrent dans les ventes. Donc, tout ça, l'objectif, c'était surtout de comprendre ce process de vente sur le nouveau marché où on va s'installer. Donc, c'est simple. On peut dire qu'on peut dupliquer directement euh, notre process de sales si on est dans un marché si on est déjà installé dans notre propre marché. Sauf que cette duplication, elle n'est pas ce n'est pas réellement le même process, ce n'est pas réellement les mêmes decision making units qui existent dans le marché de scale-up. Donc, il faut re-identifier tout cela et créer un cycle de vente pour le produit. Donc, nous avons été aptes, surtout, d'identifier les DMU, donc les economic buyers, les champions, ceux qui ont le veto, ceux qui peuvent nous exclure, les influenceurs, que ce soit influenceurs positifs ou influenceurs négatifs, les compliance officers, et surtout le end user qui est notre client final. Pourquoi il y a plusieurs, pour rappeler, pourquoi il y a plusieurs DMU? Parce que le end user peut ne pas être notre client direct. Ce qui veut dire, c'est que le end user peut ne pas nous payer. Et nous avons, si vous vous rappelez bien, nous avons discuté de l'exemple de la start-up tunisienne Youth Hub. Et donc, en fait, Youth Hub, elle fait des cours d'entrepreneuriat et de design pour des enfants âgés entre 10 et 16 ans. Réellement, ce n'est pas les enfants, le client. Le bénéficiaire, c'est l'enfant, mais le client, ce n'est pas l'enfant. Et il faut mettre toujours dans votre tête que le client, c'est celui qui paye. C'est celui qui a les moyens et c'est celui qui met l'argent pour payer. Donc, dans ce cas-là, réellement, le end user, c'est l'enfant de 10 à 16 ans. C'est lui qui va assister à la formation. On est en train de le chouchouter, etc., etc. Mais réellement, le client, c'est le papa ou la maman. C'est eux qui sont en train de payer par rapport à cette formation. Donc, nous avons pu identifier pratiquement les champions, les end users, les primary economic buyers, les primary and secondary influencers, les veto power person, le purchasing department, etc., etc. Et on a fait quelques exercices par rapport à talk to your customer. Donc, réellement, pour pouvoir mettre des setups et connaître les DMU et et créer les process par rapport à ça. Donc, il faut faire des recherches, il faut aussi aller sur le terrain et discuter dans ce marché de scale-up. Donc, généralement, avant réellement de monter et s'installer dans le marché de scale-up, il faut réellement au moins une année de wrap-up. Le wrap-up, en fait, il va vous aider à ce que vous pouvez voir une personne qui pourrait être enthousiaste d'embarquer dans votre entreprise sans pour autant qu'elle soit payée directement ou bien vous pouvez la payer. Tout ça, c'est possible. Mais réellement, il faut une année de wrap-up et de test marché, de test terrain pour voir
et processiser toute la partie sales de votre cas. Et puis, après avoir fait tout ça, il faut mapper la DMU. Il faut créer le map de Decision Making Unit en identifiant les personas, en identifiant les influences, qu'est-ce qui les influence, toute information qui pourra être spécifique par rapport à eux, tout ce qui est critique par rapport à eux, etc., pour réellement avoir un map de cette sorte-là. Ce map, en fait, il sera partagé avec toute votre équipe, avec vous, mais surtout fait avec vous, mais partagé avec toute votre équipe pour que chaque personne qui embarque ou qui est nouvellement embarquée dans votre team sur le marché Scale-up sache et connaisse qui est le client, qui fait quoi et qui est l'influenceur. Donc, c'est très important. En fait, vous allez entrer dans une phase de recrutement, un recrutement intensif afin de scaler. Et sur ce marché-là, en fait, vous n'aurez pas le temps réellement de répéter, créer, de faire des team building, etc., surtout dans la première phase. En fait, vous avez besoin de quick win, vous avez besoin d'être très efficace dans votre approche sales. Et donc, toutes les informations, elles doivent être claires pour tout le monde. Tout, et je dis bien tout, incluant le sales process. Il ne faut pas créer de retard, il faut que toute personne qui va être intégrée, il puisse savoir qui fait quoi et qui va acheter et qui est critique, qui est le veto, etc., pour ne pas avoir de gaffe entre cela. Et bien sûr, c'est en mettant ce code couleur que j'ai mis, mais chacun, il peut faire ce qu'il veut. Donc, moi, j'ai mis le client, c'est en bleu, celui qui donne de l'argent, c'est en vert, l'influenceur, c'est en jaune, et le veto, c'est en rouge. Et c'est très important que mettre le veto en rouge. Pourquoi? Parce que le veto, c'est une personne qui peut me laisser entrer, mais aussi qui probablement peut me faire sortir. Donc, il peut me faire perdre directement le marché. Donc, c'est très important de le mettre en rouge parce que la couleur rouge, en fait, elle crée la tension directe. Voilà, donc si vous voyez bien, en fait, les enfants, c'est des influenceurs. Ils peuvent être des influenceurs et ils peuvent être veto aussi, ensemble. Pourquoi ils peuvent être veto? Parce que, tout simplement, comme on en a discuté, en fait, ils peuvent nazifier et rendre naze quelque chose sans pour autant, la faire en tant que overthinking, etc. Mais non, c'est juste par exemple, ils viennent, ils discutent ensemble, ils disent, allez, on va aller voir le match X. Oh, c'est naze d'y aller, non, j'aime pas le football, non, etc. Ce genre de truc, en fait, il influence directement les autres enfants, surtout s'il y a des enfants qui sont prédominants dans leur classe. Donc, ils peuvent être eux-mêmes des vétos par rapport à des activités. Et là, on parle bien du cas de Youth Hub. Et bien sûr, on en a discuté. On a essayé aussi de faire votre workshop pour mapper votre Decision Making Unit. Puis, en fait, on a travaillé toute la partie process pour l'acquisition d'un client payeur. Donc, et là, c'est autre chose. Entre un client et un client payeur, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et là, on a discuté de Youth Hub, et si on discute d'autres marchés, c'est autre chose. Payer, être client, c'est quelque chose, payer, c'est autre chose. Là, on ne sont pas en train de parler d'entrer dans une épicerie et d'acheter une baguette. Non. Nous sommes en train de parler que vous avez une start-up et que cette start-up-là, elle va vendre un produit technologique ou bien vendre un produit plus ou moins qui a une valeur ajoutée. Et vous êtes nouveau, il y a plusieurs clients que vous pourrez retrouver, mais un client qui va payer, c'est autre chose. C'est vraiment très difficile de faire la conversion de client au client payeur.
C'est extrêmement difficile. C'est un exercice pas simple. Il faut le processiser aussi pour qu'ils deviennent payeurs. Et pourquoi je dis ça en fait? Parce que vous aurez simplement beaucoup de clients qui viennent, ils vont consommer votre produit. Oui, oui, je vais vous payer le mois prochain, la semaine prochaine, etc., etc. Or, non. Parfois, vous allez vous retrouver avec une fiche FNR. Les FNR, c'est les fonds non recouverts. Et c'est donc des clients qui sont mauvais payeurs. Moi, j'ai un ami, une start-up elle est très connue en Tunisie, c'est Digital Mania, et qui est une start-up en gaming. Et tout ce qui est 3D. Donc, son fondateur, c'était Walid Sultan Mideni. Walid Sultan Mideni, en fait, dans une période, il avait pratiquement 25 développeurs dans sa team. Et il développait des jeux, il développait beaucoup de jeux, que ce soit des jeux VR ou pas VR, en 3D tout simplement. À un certain moment, en fait, Walid, il était en train mais en parallèle, en fait, pour pouvoir développer ses propres jeux spécifiques, il développait aussi des trucs pour les advertisers, donc tout ce qui est 3D pour les agences publicitaires, etc., etc. En fait, pour pouvoir créer un cash flow. Et, euh, et malheureusement, les agences publicitaires sont des mauvais payeurs. Donc, à certains moments, je me rappelle bien, en 2015, Walid Sultan, il était en train Digital Mania, elle était en train d'essayer de lever 400 000 dinars, pratiquement 150 000 euros. 150 000 euros pour son nouveau jeu dont c'était Bagra, et un jeu en 3D. Et lorsque j'ai essayé de voir ses finances, eh ben, j'ai retrouvé qu'il n'avait pas recouvert entre 2011 jusqu'à 2015, il avait 600 000 dinars auprès des agences qu'il n'a pas encore recouvert. Pour comprendre en fait l'importance de ce process. S'il avait juste recouvert son argent et s'il n'avait pas eu des clients mauvais payeurs ou des clients qui étaient surtout s'il avait créé un process de paiement. Ça, c'est ce qui est important. C'est facile de dire. À un certain moment, lorsqu'on est bloqué, on retrouve pas de clients et on a besoin. On dit, allez, on prend ce projet, on prend ce client, on lui fait confiance. Oui, il est reconnu. Et là, on parle d'agences qui sont très, très reconnues, hein, que ce soit en Tunisie, mais pour le cas de Willy, mais aussi au monde. Euh, Agences extrêmement connues, très très grandes agences, sauf que ce sont tous des mauvais payeurs. Et il est tombé dans ce piège. Il n'avait même pas besoin de lever des fonds, mais malheureusement, il est passé par ce passage et les clients, ils ne l'ont jamais payé. Donc pratiquement 600 000 dinars de services qui ont été vraiment sous l'eau et il n'a jamais été payé par rapport à ces prestations-là. Donc c'est pour ça qu'il faut processiser aussi la partie payeur. Pourquoi et malheureusement, même si vous processisez, et même si vous en êtes conscient, et même si vous avez le pouvoir de le faire, malheureusement, il y a des circonstances qui vous laissent changer. Je m'explique. Moi, c'est mon domaine, tout ce qui est sales, c'est mon domaine, tout ce qui est marketing, c'est mon domaine, tout ce qui est... et je connais ce qu'il faut faire, je connais ce qu'il faut processiser. Et pour mon cas, par exemple, à Level One, qui est un coworking space et qui est un incubateur, si je me rappelle, en fait, j'avais des clients récurrents en 2019 qui venaient. Donc on pouvait, en fait, même s'il y avait le process, on créait une ardoise, je dirais, pour les clients. En fait, soit ils donnaient une avance, mais parfois l'avance sur leur entrée, en fait, ils les dépassaient. Donc il y avait une petite ardoise qu'on réglait chaque fin du mois. Et j'avais en fait, par rapport au coworking space et à l'incubateur, j'avais toutes de grandes salles de formation. Et j'avais des grands groupes de sociétés qui venaient pratiquement chaque jour faire des formations dans mon espace.
Et à un certain moment, je me suis retrouvé à la fin 2019 avec pratiquement 30 ou 40 000 euros de fonds encore non recouverts et que euh, c'était normal parce que j'étais dans mes ratios de fonds non recouverts, en fait. Surtout avec les grands clients qui généralement ils mettent lorsque vous signez avec eux, tu mets, ils te mettent en fait un protocole de paiement de 90 jours, voire 120 jours. Donc ça dépend du client et de son process de paiement. Et c'était tout à fait normal jusqu'à ce que est venue la partie en 2020, la partie Corona que tout le monde connaît. Et c'était en février et mars. J'avais des clients qui n'avaient pas, surtout des grands clients qui n'avaient pas encore payé, malgré que j'ai mis le process. Eh ben, j'ai peiné, surtout en période de Corona où on a fermé l'espace et que je me devais aussi de payer mes ressources humaines en toute cette période-là, même s'ils étaient at home, ils travaillaient en hybride. On n'avait pas pu recouvrir, je n'ai pu recouvrir en fait mon argent qu'en 2021. Donc, pour comprendre, en fait, même si vous êtes connaisseur, même si vous avez mis des process, mais le risque, il est toujours là que le client, il ne paye pas. Le risque, il est toujours là, que ce soit un risque interne ou bien un risque externe. On n'en sait jamais, mais le risque, il est toujours là. Donc, il faut faire très attention. Il faut mettre réellement des garde-fous par rapport où arriver, jusqu'à quand arriver avec les clients. D'autres cas en ce sens. Et là, nous parlons, il y a des clients en fait qui peuvent faire des chiffres avec vous jusqu'à pratiquement, je dirais, 40-50% de votre chiffre d'affaires annuel. Et là, c'est très grave. Là, c'est un risque qui est énorme. Il ne faut jamais laisser un client faire 40 jusqu'à 50% de votre chiffre d'affaires. Un client, il ne doit jamais dépasser 20% de votre chiffre d'affaires, de tout le business. Pourquoi? Parce que ce client-là, il devient un client de risque. Il peut s'approprier et il peut devenir lui-même un veto par rapport à votre business. Et donc, vu que c'est lui qui va uniquement, il n'y a que lui qui va vous payer, donc tu es à risque énorme de fraude. Et là, il faut bien faire attention par rapport à cela. Et donc, c'est pour ça, en fait, il faut budgétiser, il faut voir tout ce qui est autorité d'achat. Il faut aussi créer toute la partie de timing, etc. Et créer des process, etc., etc. Là, le par rapport au paying customer lead generation, et ça, on l'a vu en fait hier, jusqu'à en fait, il faut mapper et stratégifier tout ce qui est petit terme, moyen terme et long terme, les stratégies qu'il faut mettre en place, etc., etc. Ouais, on a vu le cas de YoHub, bien sûr, par rapport au direct sales, 100% en short term, ils ont créé 70% direct sales en mid term et 30% B2B pour le mid-term. Et puis, ça a totalement changé en long-term. Ils veulent faire juste uniquement 10% de direct sales, B2B 20%. Les website distributors, ça va être 30% et ils veulent créer des franchises à 40%. Donc, ça, il faut mapper, il faut le mettre en place. Pourquoi? Parce que ça, lorsque vous allez aussi builder votre business model et vous allez builder le financial plan, en fait, c'est à partir de ces, euh, de ces, de ces hypothèses-là que vous allez débuter. Et puis, vous avez fait le vôtre, et voilà. Donc, ça, c'était un petit rappel, un wrap-up par rapport à la séance d'hier. Donc, aujourd'hui, en fait, on va travailler, en fait, la session de comment on va pouvoir calculer tout ce qui est LTV, la lifetime value, comment on va pouvoir calculer
et maîtriser les calculs du cost of customer acquisition et tous les coûts par rapport au Coca. Donc, on a vu un petit peu hier un peu un peu quelques trucs par rapport à ça. Mais là, on va entrer encore plus en détail par rapport au calcul. On va voir un peu les business models et revoir vos business models surtout par rapport à l'entrée dans le nouveau marché de scale-up. Pourquoi on revoit le business model? Parce que le business model, et surtout aussi le business model Canva, c'est un outil évolutif. Et je ne sais pas si vous savez, mais il n'est pas un outil de juste je l'ai écrit et que c'est bon. Non, c'est un outil évolutif que l'on revoit chaque semaine et que l'on revoit aussi pour chaque marché, que l'on revoit aussi pour chaque région. On ne crée pas un business model Canva pour une société et on va, c'est, comme on dit en arabe, Sadaqallah al-Azim, donc Amen ou Alléluia. Non, c'est pas ça. Le business model, c'est un business model et un exercice qu'on doit refaire, voire même chaque semaine, à chaque fois qu'on teste le marché, à chaque fois qu'on va au client, à chaque fois qu'on veut monter en scale, on refait le business model et on doit remettre dans le business model toutes les datas qu'on a fait. Donc, et bien sûr, par rapport à toutes les datas qu'on a fait, tout ce qui est market segmentation, tout ce qui est purchase decision, les DMU, et leur analyse, tout ce qui est les stratégies de vente et de développement, tout ce qui est full life cycle users, use cases, tout ce qui est value proposition et les définir et les quantifier. Tout ce qui est competitive positioning chart. Et là, tout ce qu'on a travaillé en fait par rapport au premier et par rapport aux 4 dernières séances. Tout ce qui est détermination de l'appropriate business model, parce que tu vas revoir ton ancien modèle et tu vas essayer de le mettre à jour. Là, nous avons le pricing framework, donc il faut aussi qu'il soit revu par rapport à tout ce qui est scale-up et tout ce qui est Coca, Cost of Customer Acquisition, qui devra être réestimé, surtout dans les marchés de scale-up. Donc, l'objectif en fait de cette séance, ça va être surtout de discuter par rapport à comment vous allez faire de l'argent de votre client, donc, et surtout de votre produit. Et lorsqu'on dit faire de l'argent, ce n'est pas parler de la partie revenu, car le revenu, c'est le chiffre d'affaires. Malheureusement, il y a plusieurs sociétés qui font du chiffre d'affaires et qui sont pas profiteuses. Il faut faire attention. L'important, ce n'est pas le chiffre d'affaires. L'important, c'est le net profit. En fait, après le chiffre d'affaires, il y a la case qui est tous les coûts par rapport à ce chiffre d'affaires et le net profit qu'on a créé. Donc, il faut identifier ligne par ligne tous les coûts pour voir et les maîtriser et pour pouvoir créer le maximum de net profit. Et là, la séance d'aujourd'hui, en fait, et les séances d'après, ils vont nous aider à définir un business model sustainable et approprié par rapport au scale-up. Bien sûr, par rapport aux idées, calculer le Coca, les revenus, etc. etc. Vous allez me dire pourquoi je devrais changer mon business model, pourquoi je devrais changer mon pricing, pourquoi. C'est simple, parce que dans chaque pays, il y a une concurrence, dans chaque pays, il y a des mœurs, dans chaque pays, il y a des habitudes, dans chaque pays, il y a un cost of life, et le business model, il se devra de changer par rapport à chaque pays. Donc, tu ne pourras pas, en fait, mettre le même prix d'entrée en Europe que le même prix d'entrée en Afrique ou que le même prix d'entrée en Middle East ou bien aux USA. C'est des prix qui vont différer, sauf pour des
sauf pour des grandes marques. On ne parle pas là de BMW ou bien de Mercedes ou bien etc. Ou de Ferrari. Non, là, ça ne va pas changer, bien sûr. La voiture, elle va se vendre, quel que soit X au prix. Mais là, en tant que start-upper, tu ne pourras pas entrer avec le même prix. Et le cas qu'on voit, par exemple, si je vais en Europe et je veux acheter une pizza Pizza Hut, donc que ce soit en Italie ou bien en France ou bien en Allemagne, eh ben, le minimum price d'une pizza Pizza Hut, eh ben, il va être à l'ordre de 12 euros, qui est pratiquement 40 dinars en Tunisie. Euh, et si je vais à Pizza Hut Tunisie, eh ben, je vais reprendre la même pizza à pratiquement 15 dinars, donc 3 fois moins cher. Et là, c'est le business model qui change. Pourquoi? C'est tout simplement par rapport au cost of life, par rapport à la concurrence, etc., etc. Tu ne peux pas vendre ta pizza plus que 15 dinars en Tunisie, surtout si c'est une pizza industrielle. Donc, même si vous êtes sur un grand groupe, les pricing, ils changent. Si je vois aussi par rapport à Coca-Cola, par exemple, euh, le 1,5 litre en France ou en Italie, en fait, vous l'achetez à 3, il tourne aux alentours de 3 euros, 3,50 euros, qui est pratiquement entre 10 jusqu'à 12 dinars en Tunisie. Et ben en Tunisie, le 1,5 litre de Coca-Cola, il est à 2 dinars, c'est 6 fois moins cher, 5 à 6 fois moins cher en Tunisie. Donc pourquoi? Parce que ce ne sera pas acceptable pour un client de l'acheter en Tunisie s'il le met le 1,5 litre à 10 à 12 dinars. Et, euh, et donc, chaque pays ses mœurs. Il faut faire son étude, il faut faire le sales process, etc., pour pouvoir mettre le pricing et le business model adéquat. Et donc, c'est ce qui va en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'examiner les business models existants par rapport au type d'industrie, déterminer le framework approprié en fait par rapport à votre pricing produit, estimer les revenus que vous allez recevoir de chaque client et déterminer le cost of client acquisition, COCA, que ce soit dans le petit terme, le moyen terme et le long terme. Et ceci bien sûr basé sur votre sales process. On va essayer aussi de travailler par rapport au lifetime value. Euh, le lifetime value, en fait, c'est votre produit, combien d'argent vous allez acquérir euh, tout au long de l'existence du produit que vous avez créé dans votre startup. Et bien sûr, on parle du lifetime value par rapport à un marché X. Donc en fait, là, c'est un exemple en fait qu'on va discuter. Mais si on prend en fait les anciens téléphones Nokia, que ce soit 3310, que ce soit les anciens téléphones Nokia entre 2000 jusqu'à 2008, et ben, le 3310 par exemple, si on prend le cas du Nokia 3310, le Nokia 3310, il s'est arrêté, ses ventes sont arrêtées en 2002 ou 2003, pratiquement en Europe. Mais les ventes du 3310 ne se sont jamais arrêtées dans les pays émergents et les pays pauvres. Donc réellement, il faut calculer, et la production aussi des pièces pour le Nokia 3310 restait toujours existante jusqu'à ce qu'ils mettent à jour, si je me rappelle bien, en 2018, le Nokia 3310, il a été mis à jour en modèle encore plus petit et ils l'ont reproduit. Mais le lifetime value du produit, il a resté lui-même des années 2000 jusqu'à pratiquement 2018 ou 2017. C'est le même cas aussi pour les voitures. Donc, certes, par exemple,
la Golf 5, prenons exemple, la Golf 5 par exemple, ou la Mercedes, disons la Golf 5, la Golf 5 ou la Golf 6. Certes, il y a eu un arrêt de production de la Golf, mais réellement, de la Golf 5, je dis bien de la Golf 5, mais réellement, il n'y a jamais eu d'arrêt des pièces de rechange de cette Golf 5. Donc, la lifetime value du produit, elle est encore existante jusqu'à aujourd'hui. Et là, on peut parler de lifetime value de produits qui sont même des années 80. Aujourd'hui, Peugeot, aujourd'hui aussi Fiat, etc., ils sont encore en train de produire des pièces détachées de la Peugeot 205, de la Peugeot, de la Fiat, Fiat 500 ancienne, etc., etc. Toutes les pièces de rechange sont encore en train d'être produites. Pourquoi? Parce que les voitures, elles existent encore au marché dans les marchés émergents et les marchés pauvres. Euh, voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de travailler pour aujourd'hui. Donc, on va faire une petite pause maintenant après le wrap-up et on reprendra, on débutera à partir de 10h10. On ne parle pas du cas de la baguette. Et on reviendra dessus, mais on parle des produits autres, là où vous allez faire de votre marge et votre pricing. C'est un exercice qui est assez difficile, qui est assez récurrent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le business model, en fait, il doit être revu et revu et revu et revu pratiquement chaque semaine pour estimer et établir une base de clients récurrente. Ça va être votre avantage par rapport à vos vendeurs, vos acheteurs et vos clients. Et toute l'industrie qui est, qui est, qui est mappée. Donc là, il y aura des tests à faire, plusieurs tests à faire, et on doit toujours tester le business model. Et donc, il faut évaluer ce business model. Il faut l'évaluer, il faut non seulement l'évaluer, mais aussi essayer de non seulement de l'évaluer, mais aussi essayer de le changer. En fait, nous sommes toujours dans un modèle de PDCA. On met le business model, on va au marché, on teste avec quelques clients et on retourne avec des feedbacks et on change le business model. Et ça va être toute cette partie-là, même si vous l'avez fait dans votre marché. Là, nous sommes en train de parler d'un autre marché qui est le marché du scale-up. Et comme on en a parlé tout à l'heure, le prix de la pizza Pizza Hut en France ou en Italie, ce n'est pas le même prix de la pizza Pizza Hut en Tunisie. Et ça a été testé. Si je me rappelle bien, dès l'entrée de Pizza Hut en Tunisie, la pizza, elle était à pratiquement 30 dinars. 30 dinars, c'est pratiquement 10 euros. Et personne ne l'a acheté, tout le monde a boycotté. Ce n'est pas parce que, le produit il ne plaisait pas, mais c'est parce que le pricing il était extrêmement haut. Et les gens, ils estimaient que c'est inabordable de l'acheter. Donc, et faire attention, ne sous-estimez jamais rien, aucune donnée, et ne faites pas votre propre évaluation. Il faut que c'est le marché qui évalue, c'est les clients qui évaluent, c'est les clients qui décident. C'est pas à vous de décider. C'est extrêmement important, c'est un exercice qui est assez difficile, que tout le monde ne le prenne pas vraiment en considération, que tout le monde croit que c'est assez simple. C'est pas vrai. C'est très critique, surtout dans les marchés de scale. Si on voit bien, en fait, là, business model Canva et que vous connaissez tous. Tout le monde en connaît ce business model. Tout le monde en connaît ça. Les key parts, les key activities, les key resources, la value proposition, le customer relationship, le channels, le customer segment,
les coûts de structure, les revenus stream, etc. Tout le monde en a fait ça. Tout le monde, en fait, on a fait ça et on n'a jamais regardé ça. On n'a jamais regardé ça. Et ça, c'est la chose la plus importante. Designed for, désigné pour, désigné par, donc désigné pour quel marché? Pour la France, pour l'Italie, pour la Tunisie, pour Paris, pour juste Naples, pour juste Milan. Désigné pour qui? Pour quelle place? Désigné par qui? Ce business model, en fait, il a été fait par qui? Est-ce qu'il a été fait par un marketeur, le CMO? Est-ce qu'il a été fait par le CEO? Est-ce qu'il a été fait par le CTO? Est-ce qu'il a été fait par le business developer? Il a été fait par qui? Et surtout la date. Date, iteration, and iteration. Date, iteration. Et là, c'est extrêmement important. C'est le nombre de l'itération. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un exercice que vous allez faire et refaire pratiquement chaque semaine pour pouvoir créer ces tests-là. Consider testing different options. Test on early adopters. Vous allez faire le PDCA pratiquement tester, faire régler, etc., etc. Et c'est ce que on va essayer de mettre en évidence aujourd'hui. Donc, les key factors pour cela, en fait, c'est toute la partie des séances qu'on a faites tout à l'heure, plutôt les 4 autres séances. C'est bien connaître son client de scale-up, comprendre ce qu'il fait, il veut quoi, s'il retrouve votre produit, comment il va l'acheter. Là, par exemple, si on voit bien les nouveaux iPhones, tout ce qui est 14 Pro Max et 14 Pro, avec un pricing qui est pratiquement qui dépasse les 1200 euros, et ben, en fait, Apple a mis, tu peux l'acheter à 1200 euros, mais aussi elle a créé d'autres possibilités d'achat qui sont des possibilités d'achat à 50 euros par mois via une eSIM ou bien autre chose. Donc, toute la partie, euh, toute la partie client, elle a étudié par rapport à son budget, par rapport à comment il va acheter toute la partie qu'on a essayé de travailler tout à l'heure. Et le mapping, les decision making units, les process pour l'acquisition de ses clients payeurs, etc., etc. Ils sont importants en ce sens. Le second truc, comment vous allez non seulement créer de la valeur, mais aussi la capturer. Et aussi, combien de valeur votre produit il va donner au client. Et là, c'est toute la partie value proposition qu'on a discuté aussi lors de la deuxième séance. Tout ce qui est competition et tous vos compétiteurs. Donc, il faut avoir euh, toute cette partie-là aussi faite. Il ne faut jamais entrer en fait dans le business model Canva sans pour autant avoir fait tous les autres exercices qu'on a essayé de faire. On croit que c'est évident et vous avez vu qu'avec ces exercices-là, c'est pas vraiment évident. Pardonnez-moi, en fait, je vais faire un petit call important et je retourne. Désolé. Désolé. Et en cette partie, on continue. Donc, après toute la partie des concurrents et leur identification, il faut faire un focus total sur l'unique competitive advantage euh, par rapport à ces concurrents.
Et puis, on va discuter toute la partie de la distribution, en fait, make sure. euh, En fait, il faut prendre en considération que les chaînes de distribution, ils vont être, ils vont suivre toute la partie vente de votre produit. Donc, c'est pratiquement ça. Tout ce qu'on a fait, en fait, lors des 4 dernières séances, il faut qu'il soit il faut qu'il soit déjà fonctionnel pour pouvoir designer un bon business model. Et là, on va parler de c'est quoi recurring revenue, des revenus qui sont des revenus récurrents. Donc, un business, pour moi, ce n'est pas des clients one shot. Ce n'est pas des gens qui est venu acheter mon produit et puis c'est fini. Il n'y a plus de revenus à partir de ce client. Donc, le recurring revenue, c'est ce qui fait un business qui va survivre. Si on voit un peu l'industrie, en fait, c'est qui les rois du recurring revenue, des revenus récurrents, en fait, c'est l'industrie automobile. Donc, en fait, tu achètes la voiture qui avec un coût assez conséquent, mais qu'après, en fait, il y a toute la partie pièces détachées de la voiture que tu vas racheter et racheter et racheter auprès de ce concessionnaire. Et c'est pour ça, en fait, que le lifetime value de la voiture, il est extrêmement long et important. Et c'est pour ça qu'on arrive à monétiser beaucoup, beaucoup, beaucoup la voiture. Et c'est pour ça aussi que plusieurs marques ne gagnent pas énormément lors de la vente de la voiture. Donc, généralement, si on voit des gains sur une Kia ou bien sur une Fiat ou sur une Peugeot, c'est pratiquement inférieur à 1 000 euros par voiture. Il n'y a même pas, pour une Peugeot, c'est pratiquement 350 euros par voiture. Le gain direct post-prod. Donc, la production, elle est finie et la sortie, elle sort. En vente, il y a pratiquement 350 euros de gain maximum. Et là, en fait, l'important, c'est les revenus récurrents par rapport au produit. Donc, en fait, l'utilisateur, il va utiliser le produit, mais il va changer des filtres, il va changer des pneus, il va changer des jantes, il va changer, etc., etc. Toute la partie, en fait, pièces détachées de la voiture, vous allez pouvoir créer des revenus récurrents en ce sens. Et c'est ce qui fait du business un business profitable. Et non pas c'est juste une voiture qui a été vendue. Il est à noter que dans les années 40 jusqu'aux années 70-80, en fait, les voitures, c'était des voitures très robustes, extrêmement robustes. Et sincèrement, ça a changé après. Toutes les parties mécaniques étaient des pièces en fonte, bien en métal, et pratiquement, il n'y avait pas d'usure dans ces pièces mécaniques, il y avait de l'usure uniquement dans les pneus. Et ce n'est pas réellement les marques et les concessionnaires de voitures qui vendent les pneus, c'est d'autres marques revendeurs de pneus. Donc réellement, le concessionnaire n'avait pas de revenus récurrents sur ces voitures-là, jusqu'aux années 80, fin 70 et années 80, avec l'introduction de l'industrie plastique dans les voitures, et que le changement est venu, et que les revenus sont devenus extrêmement récurrents à partir du business model. Et là, on a parlé des voitures, mais il y a plusieurs autres business models par rapport à ça pour créer des revenus récurrents. Il y a le business model du freemium qui est un lifetime plan qui donne en fait des services prix, des services gratuits, mais incluant des services qui sont premium. Si tu peux, là, on peut voir par exemple le cas de Gmail, là où il nous donne tout un service gratuit de emailing et et dans l'emailing, il y a un stockage Drive de 15 gigas et qui, à partir de 14 gigas, et ben, à partir de cette limite de 15 gigaoctets de Drive ou d'emailing, et ben, il te demande d'acheter du premium et de plus d'espace. Donc là, c'est
c'est les freemium, c'est tout ce qui est business model freemium existant. Il y a des two-sided market, comme on a discuté l'autre fois, comme Amazon, comme eBay, comme Bolt, comme Facebook. Donc, en fait, le business, il doit ramener deux types de clients, de profiling, qui sont les utilisateurs et les autres qui sont les payeurs. Donc, comme on l'a dit, par rapport à Amazon, qui est une marketplace, par rapport à eBay, qui est aussi, entre autres, marketplace, et aussi elle fait du betting sur des produits comme Bolt, comme Facebook. Donc, en fait, ils doivent ramener du flux de clients, des gens qui vont utiliser le produit et qui sont généralement utilisateurs gratuits, mais aussi les business owners qui vont acheter et qui vont acheter. Et en fait, en fin de compte, le produit de Facebook, ce n'est pas Facebook lui-même, c'est vous en tant qu'utilisateur final qui est le produit de Facebook. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vendre votre data aux marketeurs. Donc ça, c'est un autre business model. Il y a le business model d'advertising, comme le fait là en Tunisie, à Tayara, mais qui est le cas du Bon Coin en fait en France aussi. Tayara, c'est le Bon Coin en Tunisie, c'est la même marque. Ils font partie de Shipstead Group, qui est un marketplace aussi, mais un marketplace où les personnes ils peuvent mettre des ventes d'occasion, des annonces de vente d'occasion gratuitement, où tu peux trouver le numéro de téléphone, etc. Tout est gratuit, mais en fait, c'est la pub, c'est la publicité qui est, c'est tout ce qui est ads, qui sont les revenus de ces sites-là. Et il y en a beaucoup aussi. Et généralement, en fait, il faut qu'il ramène le plus de flux possible sur son site web. Des gens qui vont venir checker son site web. Par exemple, Tayar, ici en Tunisie, il y a pratiquement 20 millions de visites par mois, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, donc généralement les publicités, et il y a un taux de clic sur la publicité qui augmente, mais qui a plus d'affichage, un meilleur affichage par rapport à Facebook. C'est des sites un peu targeted website. Et c'est plusieurs business models en fait. Il y en a ça et il y en a d'autres. Hein. Il y a plusieurs types de business models. Il faut vraiment chercher. Faut vraiment chercher le bon business model par rapport à votre produit. Il y a le hourly rates, il y a le subscription, ou bien le leasing model, il y a le business model de licence, le business model des consommables, comme celui des imprimantes. Donc, une imprimante, réellement, si on voit un peu le coût d'achat avec le tonnerre, avec tout, c'est pratiquement 50 ou 60 euros, alors que lorsqu'on va chercher, dès que la cartouche elle est finie, on va acheter un nouveau tonnerre. En fait, on retrouve que le tonnerre il est plus cher que l'imprimante elle-même. Donc là, c'est le business model des consommables pratiquement. Donc, il y a comme on a dit, le business model de l'advertising, des publicités, tout ce qui est business model de la vente des data collectées. Ça, c'est important. C'est ce que fait aussi, c'est le business model aussi de Facebook et de Google. Il y a le business model des transactions, des pourcentages sur transactions. Ça, le business model, c'est le cas aussi de Airbnb, de Bolt, de Uber, etc. Il y a le business model de l'utilisation. Donc, il y a le business model aussi de tout ce qui est des plans comme les plans téléphoniques. Il y a le business model des parking methods. Dès que tu pointes tes pas horaires, en fait, on te charge.
Il y a la franchise, la microtransaction, tout ce qui est maintenance et des opérations. Il y a plusieurs types de business model et il faut adapter votre bon business model. Donc là, je me rappelle en fait d'une industrie que j'ai accompagnée, qui est une industrie autrichienne et qui était pratiquement au bord de sa faillite. En fait, euh, cette industrie, elle faisait des vannes d'eau. Et les vannes d'eau, en fait, qu'elle fabriquait, c'était des vannes d'eau extra performants, euh, des vannes d'eau extrêmement performants et des vannes d'eau en métal et qui étaient extrêmement chères. On parle d'une vanne d'eau à pratiquement, utilisée pour l'agriculture, à pratiquement 600 voire 700 euros la vanne d'eau. Euh, Si on voit un peu la concurrence chinoise, mais bien sûr, si on voit un peu cette marque-là, en fait, c'est une marque extrêmement reconnue mondialement et qui est achetée, qui est considérée en tant que produit premium. Mais malheureusement, avec l'émergence du marché chinois, ils sont arrivés en fait à créer pratiquement un truc pareil, des vannes qui sont pareilles, que ce soit en plastique ou bien en métal qui est beaucoup moins solide. Pour rappel, pour les vannes de autrichiennes, en fait, elles pouvaient résister une durée de vie de pratiquement 15 jusqu'à 20 années, alors que les vannes d'eau de la compétition, elles étaient à pratiquement en 2-3 ans, en fait, il y a un fail ou une casse. Et donc, ils n'arrivent plus, en fait, les sales cette marque autrichienne, ils étaient en train de tomber. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle proposait leurs produits à pratiquement 5 fois moins cher. Euh, et 5 fois moins cher, en fait, les gens, tous les clients en agriculture, surtout les petits clients, en fait, ceux qui ont des petites fermes entre 10 jusqu'à 10 hectares, entre 1 jusqu'à 10 hectares, pardon, sont allés prendre ces vannes d'eau chinoises et ils pensaient à ce que chaque 2-3 années, ils rechangeaient à moindre coût. Donc, avec un coût à soit 120 euros, c'est beaucoup moins cher. Et lorsqu'on parle de 5 fois moins cher, en fait, dans un hectare, on utilise pratiquement une centaine de vannes d'eau. Donc, en fait, les vannes d'eau, c'est pas on va pas acheter une seule, on va acheter plusieurs vannes d'eau. Donc, réellement, lorsqu'on dit c'est 5 fois plus cher, c'est vraiment un budget conséquent pour le client final. Et que, en fait, l'une des propositions qui a été dans leur accompagnement, c'était en fait de repenser le modèle de vente. Tout le business model, il a été repensé et que ça a été pratiquement un business model à la mode, en mode, comment dirais-je? En fait, c'est le modèle de leasing de voiture, mais qui, après fin de contrat de leasing, ben, tu es acheteur. Et donc, en fait, en fait, le client, on va faire tomber le pricing de 700 euros jusqu'à pratiquement un amortissement sur 10 années. Et on va faire un added fees. Et le client, en fait, au lieu de la vendre à 700 euros, on est parvenu à monter à la vendre à pratiquement 1000 euros. Le client, il était prêt à donner pratiquement 100 euros chaque année pour acheter notre Vando avec un transaction, sans pour autant avoir un transaction fees, mais tout c'était un modèle de leasing modèle et le client il était prêt à acheter de la qualité si on était sur un modèle de leasing. Et c'est ce qu'on a fait en fait d'ailleurs. Même les marques de voitures aujourd'hui sont en train de faire ce truc-là. Si on voit avec Peugeot, avec Citroën, avec Fiat aussi, c'est en train de changer. Les gens, on part plus dans un transaction fee qui est high cost. On part sur des modèles euh, de leasing. Donc, il faut toujours voir les business models, tous les business models, et où vous pourrez être compétitif par rapport aux autres. Donc, bien sûr,
le business model le plus populaire, c'est le subscription model. Tout le monde pratiquement, il fait ça. C'est pour sécuriser en fait aussi, c'est pour sécuriser c'est pour sécuriser ses revenus en fait, pour que les gens ils payent directement. Et s'ils ne payent pas ses fees, eh ben, on peut couper directement, que ce soit l'internet ou bien que ce soit, on peut couper directement en fait la vanne, dont on parlait. Donc, bien sûr, ne pas oublier qu'il y a la taxe qui va être en upfront. Donc, chaque marché de scale, il a ses propres taxes, que ce soit des taxes de TVA, de taxes de production, des taxes de... Il y a plusieurs types de taxes. Il faut étudier les taxes. Le client final, en fait, il ne voit pas il ne voit jamais le prix en hors taxe. Il voit ce qu'il va payer. Donc, c'est le taux de taxe comprise. Et il faut toujours penser à un prix, toute taxe comprise. C'est le prix que le client il va voir. Donc ne pas omettre cela. Généralement, c'est pas peu. On parle de pratiquement toujours entre 15 jusqu'à 20%. C'est ce qui est conséquent par rapport au pricing. Et là, on va essayer de travailler votre business model Canva. Donc, j'aimerais que vous essayiez de le faire. Par rapport à ce, et bien sûr, là, on parle du business model Canva auquel on en a discuté tout à l'heure. Donc, je vous donne pratiquement 20 minutes pour remplir les datas que vous avez déjà. N'oubliez pas, designer pour quel pays, pour quelle région, designer par qui. N'oubliez pas ces notes-là, n'oubliez pas ces notes-là, n'oubliez pas la date et n'oubliez pas le numéro de l'itération. En fait, c'est un exercice que vous allez refaire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, essayez en fait de mettre les datas qu'on a déjà fait au cours des 4 dernières séances par rapport au marché de scale-up que vous avez étudié. Et là, on va avancer après. Donc, je vous laisse pratiquement 30 minutes pour cet exercice. On se revoit dans 30 minutes. Salut. Donc, si vous voulez, on revoit le business model que vous avez fait. Donc, j'espère que vous l'avez travaillé. Ce qui est sûr, c'est que nous avons travaillé toute la partie. Ce qui est sûr, c'est que déjà, vous avez un business model qui existe. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de travailler sur un pays X, que ce soit l'Italie, la Tunisie, etc., et vous voulez scaler sur de nouveaux marchés. Donc, la partie la plus importante actuellement qu'on travaille généralement, c'est la value proposition. Donc, c'est quoi votre proposition de valeur en un mot qui doit corréler avec directement un client, qui est le customer segment. Ça, c'est le deuxième point. On doit finir ce chaînon-là. C'est que par la value proposition, par la valeur de proposition, quels canaux on va utiliser pour arriver à ces valeurs à ce client. Donc les canaux, que ce soit canaux de vente, que ce soit canaux de marketing, que ce soit canaux de distribution, etc., etc. Tous les canaux, toutes les chaînes, on va les mettre ici. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de mettre ça. On monte après la relation qu'on va créer avec le client. Et là, toute la partie CRM qu'on a discuté, comment on va à chaque fois discuter avec le client, être attentif avec le client, le suivre, etc., pour pouvoir créer toujours une relation avec lui, pour pouvoir toujours vendre à ce client et créer aussi des revenus récurrents avec ce client. Ce qui est important aussi, c'est de voir les activités. Après, là, on parle business réellement. On
parle réellement business par rapport à votre structure. Là, c'est par rapport au produit. Là, c'est par rapport à tout le business. Le produit qu'on a adapté au marché X, que ce soit le marché français, que ce soit le marché tunisien, que ce soit le marché chinois ou le marché auquel vous avez choisi. Et à partir, là, c'est toute la partie produit qui a changé par rapport à ce marché. Et là, c'est toute la partie business qui a changé par rapport au scale-up. Donc, comme on a dit, les activités que vous allez faire dans ce pays-là, généralement, quel type d'activité? Est-ce que ça va être une franchise? Est-ce que ça va être vraiment, il va y avoir du développement? Est-ce que vous avez, ou bien uniquement du sales dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a, ça dépend de toutes les activités que vous allez faire dans ce pays, les ressources que vous allez mettre dans ce pays. Est-ce que vous aurez besoin de headquarter dans ce pays? Est-ce que vous avez besoin juste d'une boutique? Est-ce que vous avez toutes les ressources, elles doivent être mises en cette case-là. Et puis les partenaires auxquels vous allez travailler dans ce pays. Donc il faut lister tous les partenaires du marché de scale-up. Bien sûr, en ce sens, toute la partie DMU qu'on a discuté, les Decision Making Unit, que ce soit les partenaires en ce sens, ou bien même en tout ce qui est ressources ou tout ce qui est activité. Ils peuvent être en ce sens-là. Puis, comme on discutait, on a vu toute la partie coût de structure, mais aussi toute la partie Cost of Client Acquisition, les COCA. Donc, on va les mettre ici. Et à partir de là, à partir de tous les coûts-là, on marche pour voir, et bien sûr, on voit tout ce qui est la competition qui existe, à quel prix elle vend, comment elle prend. On voit est-ce que c'est adaptable à notre coût de produit pour pouvoir créer des revenue streams qui sont récurrents et existants. Donc j'espère que vous avez fait cet exercice-là. C'est extrêmement important pour pouvoir réellement créer un business model Canva pour votre pays, pour le pays de scale-up. Réellement, pourquoi c'est itératif et pourquoi c'est extrêmement important de le faire, tout simplement parce que le business model, lorsqu'il est bien mis à jour, et il aura un impact sur votre profitabilité. Il vous aidera à mieux être profitable, surtout payer uniquement les gens dont vous avez besoin, à identifier les partenaires, à identifier vraiment ceux qui sont en train de donner une valeur ajoutée à votre value proposition et au marché auquel vous êtes en train d'attaquer. Et il va vous aider à mesurer et créer des KPI et des mesures importants. Là, une note très importante. Pourquoi on crée les mesures? Pourquoi on crée les KPI? En fait, il y a un proverbe, je dirais, d'un grand businessman tunisien qui le dit. Il dit que tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas gérable. Donc, si quelque chose n'est pas mesurable, on ne peut pas la gérer. Donc, c'est un mot extrêmement important. Les KPI sont très importants. Et c'est pour ça qu'on était en train de déterminer le lifetime value, entre autres, du produit, mais aussi le cost of customer acquisition du produit. Et pour cela, en fait, le BMC il va nous aider à vraiment choisir le bon business model adapté pour notre produit. J'espère que vous l'avez fait, j'espère que vous avez fait ce travail et vous avez essayé de le travailler. Donc, maintenant, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout penser à une méthodologie de pricing, comment vous allez mettre votre pricing de produit sur ce pays-là. Donc, comme on a discuté, on a créé, et par rapport aux exemples que ce soit Pizza Hut qui est venu en Tunisie, qui a changé son pricing, que ce soit Coca-Cola, etc., etc. Chaque pays, il a
ces facteurs, et ces facteurs, ils se doivent d'être mesurés pour pouvoir en fait avoir le bon pricing adéquat par rapport au pays. Et là, en fait, on peut réellement avoir le bon pricing que lorsqu'on quantifie la vraie value proposition et le business model approprié à ce pricing. Donc, c'est uniquement en ce sens qu'on pourra le quantifier. Et pour pouvoir en fait faire cela, il y a plusieurs outils et plusieurs data qu'on doit prendre en considération. Donc notre goal maintenant, notre but maintenant, c'est surtout en fait de calculer le lifetime value euh, pour un client acquis avec son Coca. Pourquoi on fait cela? Parce que pour pouvoir en fait créer le setup du pricing, il faut avoir avant tout le coût total, mes coûts total, pour savoir mon break-even. En fait, c'est à partir de connaissance de mon break-even et de mon coût que je pourrais c'était mon prix. Je m'explique. Supposons que ce téléphone-là, moi, je suis en train de produire ce smartphone-là. Et ben, le coût de ce smartphone, réellement, il est de, je dis n'importe quoi, de $200. Coût fini, il est de $200. Je le prends. Donc réellement, je connais le coût. Mais là, je peux le vendre sur plusieurs parties. Là, j'ai le coût d'acquisition, le lifetime value à ce téléphone. C'est généralement une année. Si un client il achète un smartphone de, je dirais, de $200, en fait, la medium class des téléphonies, et ben, réellement une durée de vie de une année, maximum une année et demie. Donc, le lifetime value, on le connaît, c'est une année à une année et demie, et puis il va changer de smartphone. Et le coût d'acquisition d'un client, et ben, réellement, ça, c'est le coût produit de $100. Mais pour que je puisse, moi, entrer sur ce marché et acquérir d'autres clients, généralement, je vais donner à des distributeurs au moins 20% pour qu'ils puissent vendre mon produit. Je vais faire un budget marketing, etc., etc. Et je vais essayer, bien sûr, d'amortir tout cela sur un nombre précis euh, de clients. Donc, si je prends par rapport à ce smartphone, donc il me coûte 200 dollars et je vais pratiquement mettre 100 dollars en marketing et frais de distribution. Donc, le coût total de ce téléphone, il me coûte 300 dollars. Moi, je ne devrais pas, mon break-even par rapport à ce téléphone, c'est 300 dollars. Coût du téléphone, de production, coût de marketing. Là, c'est tout ce qui est coût produit. Il faut ajouter à cela les coûts de structure de mon entité, de mon business. Donc, j'ai toute la partie ma structure, mon headquarter, ma team, mon équipe, etc., etc. Et ils ont un pricing X de general and administrative, tout ce qui est loyer, tout ce qui est internet, etc., etc. Tous ces coûts-là, en fait, je les mets et j'amortis par exemple le coût de structure d'agenda à pratiquement 20 dollars sur ce téléphone. Donc tous les coûts par rapport à ce téléphone-là, ils vont être à 320 dollars. Ça, c'est les coûts. À combien je vais le vendre? Là, pour être au break-even, c'est au moins je dois le vendre à 321 dollars pour être profitable de 1 dollar. Au moins. Au moins. Là, je dis au moins. Après, je dois comparer les compétiteurs qui sont en train de vendre, des concurrents qui sont en train de vendre un produit qui est de même qualité que le mien, il est en train d'être vendu à combien? Donc, je dois voir si mes 320 dollars, par exemple, si une autre marque, là c'est Oppo, si une autre marque, je dis n'importe quoi, Tecno ou bien Xiaomi, elle est en train de vendre le même téléphone avec les mêmes catégories, avec les mêmes trucs, ils sont en train de le vendre à 450 dollars. Donc là, je suis assez aisé. Donc, je peux vendre mon téléphone qui me coûte totalement entre pièces
pièce main-d'œuvre entre marketing et entre coût de G&A en total, ça me coûte $320, j'ai une marge de gagner jusqu'à $130 en net profit. Là, c'est une option. Je peux mettre, par exemple, mon téléphone, non pas à 450, je peux le mettre à 449 et faire le coût marketing, $449, et être sur le même pricing de Xiaomi. Je peux être plus cher que Xiaomi. Si je me considère que Oppo est mieux que Xiaomi, je peux le mettre à $500, par exemple. Et mettre tout en sachant que c'est le même produit. Mais moi, réellement, j'ai une meilleure qualité que lui. Je suis, comme le fait en fait, Made in Germany. Alors que réellement, tout le monde met du Made in Germany. Alors que si on voit maintenant les Mercedes et les BM, dès qu'on touche comme ça, on entend de la TOC. Ce n'est plus la même qualité. Et malgré ça, c'est le brand Made in Germany. C'est du branding et c'est du marketing réellement qui est devenu. Je peux aussi changer. Eh ben non, je vais le vendre à $100 avec un business model qui est autre, avec un subscription fees et créer un modèle avec, je dis n'importe quoi, Italian Telecom ou bien Tunisie Telecom ou bien Orange ou bien etc., etc. Et ça dépend du marché. Et je peux créer un autre genre. Donc c'est ça en fait le lifetime value d'un produit et comment connaître à partir de ce lifetime value les coûts par rapport à l'acquisition de ce client et tous les coûts qui sont mis sur cette structure. Donc, estimer après la profitabilité de ce business à partir de la concurrence aussi. Donc là, c'est un équilibre qu'on doit créer entre attirer le plus de revenus possible à mon business et attirer le plus de clients possible pour, euh, pour mon produit. Donc, c'est un équilibre. Je peux mettre un pricing très haut avec une petite clientèle. Et je sais bien que ce sont de bons clients payeurs qui vont payer, etc. Mais c'est uniquement une petite niche auquel je vais travailler avec. Et je peux mettre un prix moyen et avoir plus de clients. Mais avec plus de clients, tu vas avoir plus de retour clients et tu vas avoir plus de risques, plus de prod, etc., etc. Là, ça dépend en fait de l'équilibre que tu veux choisir et du pricing que tu veux choisir. Mais pour pouvoir faire cela, il faut avoir, comme mentionné, tous les coûts de structure pour pouvoir savoir c'est quoi la profitabilité que je vais mettre, à quel point je vais être profitable en cela, à quel point je pourrais ajouter mon prix ou bien dérégler ou bien régler. Donc, c'est ce petit scroll qui doit se faire. Mais pour faire cela, en fait, il faut tout simplement en fait, modifier et remodifier le business model. Et c'est pour ça qu'il faut aller toujours au client et il faut toujours tester les bêta testers et les early adopters pour qu'on puisse à chaque fois régler et atterrir, attracter plus de clients, avoir encore plus de clients. C'est en réglant le business model et le pricing. Donc, c'est vraiment un process itératif, mais tu dois débuter à un point. Le point où tu dois débuter, en fait, c'est celui qui est juste après le coca, juste après plutôt tous les coûts matières, donc les coûts de prod, les coûts de marketing, le coût de global and general and administrative, tous les coûts de structure, etc., etc., RH, etc., etc. C'est à partir de là, en fait, tu vas diviser tous ces coûts-là sur un nombre de produits donnés que tu vas vendre et tu pourras détailler cela. Et puis, tu pourras en fait débuter tes stratégies mais tu dois débuter à un point. Et c'est à partir de là que tu vas essayer de créer la spirale, tu vas essayer à chaque fois, régler le coût et le pricing. Donc, comme on a dit, le business model, en fait, le coût
ne- n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement lui le facteur, mais c'est un facteur euh, très important parce que c'est un starting point. Mais ce n'est pas uniquement lui, parce que, comme on l'a dit, on a trouvé le coût pour $320 entre matière, entre marketing et entre G&A. Et je peux mettre mon téléphone à vendre à $100 avec un lease, un autre business model qui est le modèle de lease avec Tunisie Télécom, bien avec Italia Télécom, ou bien autre. Donc, ça dépend du business model que je suis en train de créer. Euh, toujours utiliser le Decision Making Unit Process pour avoir les clients payeurs et les identifier. Ça, c'est très important. Toute la partie marketing qu'on a mis les $100 et les Decision Making Unit, en fait, il faut voir ce qu'on a travaillé. C'est pas juste faire de la pub. Comprendre tous les prix pour avoir le client et l'acquérir, toute la partie Coca. Euh, Chacun, en fait, il faut voir tous les clients et chacun comment il est en train de payer. Donc, comme on a vu par exemple pour YoFab, les direct clients, c'est pas le même prix que les B2B, c'est pas le même prix que les franchisés, c'est pas le même prix que les que celui sur le web ou bien tout ce qui est sponsor qui vont vendre les packages chez OFAP. Donc chacun il a son prix. Être flexible avec le pricing pour les early adapters et ceux qui vont tester. Donc réellement c'est les lighthouse customers. Être très flexible avec eux en fait parce qu'on va apprendre avec eux, on va tester le produit avec eux, on va voir leur feedback, ils vont nous être en fait d'une valeur extrême. Ils vont nous aider par rapport au produit et surtout, en fait, c'est très facile euh, de baisser le prix, mais c'est extrêmement difficile d'augmenter le prix. C'est extrêmement difficile. C'est une barrière qui, lorsqu'on met un prix, on doit mettre le prix haut et descendre petit à petit. Parce que réellement, débuter avec, si on prend le cas de celui-là, avec un starting point qui est le coût total de $320 et débuter avec $321 et tester le marché avec $320, certes, beaucoup de gens, ils vont acheter. Mais je ne pourrai jamais monter le prix de mon produit même à $330. Ça y est, la barrière, c'est fini. C'est très difficile. Le client, il sait que réellement, il peut l'acheter à $321. C'est très difficile de monter le prix. Donc, lorsqu'on entre avec un prix, on essaie d'entrer avec un prix logique assez haut qui nous permet de le faire descendre. Et surtout, ne jamais vendre gratuitement, ne jamais donner gratuitement. Un business, il doit générer de l'argent. Le gratuit, ce n'est jamais la bonne solution. Même si c'est pour tester, le gratuit, ce n'est jamais la bonne solution. Même les testeurs, ils doivent payer. Donc, j'espère que ceci. Donc, on va essayer en fait de travailler cela. J'aimerais bien que vous essayiez avant d'entrer dans tout ce qui est calcul de lifetime value et le coca, j'aimerais bien que vous essayez en fait de pricer vos produits selon ces basiques de pricing concept, selon ce que vous pensez, selon ce qui a déjà été travaillé. Je vous donne pratiquement 20 minutes pour cela, pour pouvoir mettre au moins les coûts totaux par rapport à votre produit. Salut, j'espère que vous avez créé les pricing demandés, vous avez pu trouver les coûts. J'espère que au moins les coûts de produits, le coût de production, etc., c'est très important de les trouver pour pouvoir en fait pour pouvoir avancer. J'espère que vous l'avez fait. Donc maintenant en fait ce qu'on va essayer de travailler au cours de cette au cours de maintenant, c'est plus
calculer réellement le coca, il va être combien. On va essayer aussi de calculer le lifetime value et que euh, ces deux pricing, vous devez les ajouter. Ces deux coûts, vous devrez les ajouter à votre coût de production pour pouvoir avoir une idée sur les coûts totaux générés. Donc, voilà, donc nous allons essayer de voir les revenus que vous allez expecter, mais pour pouvoir expecter des revenus, il faut avoir les coûts aussi. Donc, on va voir aussi les discounts que vous prévoyez de faire, tout ce qui est les remises, etc. Que ce soit pour les influenceurs, que ce soit pour les partenaires, que ce soit pour n'importe qui va être les distributeurs, etc., toute cette partie-là. Et ainsi voir en fait combien ça va vous coûter toute cette partie coca et le lifetime value. Donc, on va débuter avec le lifetime value. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le lifetime value, on va avoir un laps de time, un laps de temps auquel notre produit, on sait qu'il va générer de l'argent tout au long de cette phase. Donc, nous allons avoir au moins, je dirais n'importe quoi là maintenant, pour 1 an ou 1 an et demi, ou par exemple pour d'autres produits qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, 5 ans de vie par rapport aux produits, comme il y a d'autres produits qui sont directs de consommation, comme le yaourt ou bien d'autres choses qui dépendent de DLC, etc., etc. Mais là, nous parlons de votre produit technologique et par rapport au client. Donc, sa sustainability et combien il va être sustainable tout au long de la vie avec le client et combien ce LTV, Lifetime Value, il va nous coûter en termes de coca. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose l'acquisition d'un client par rapport à un produit qui va être sur une année. Ce n'est pas la même chose le coca par rapport à 5 ans. En fait, on va gagner tout. À chaque fois qu'on gagne en temps, qu'on rallonge la durée de vie du produit auprès du client, à chaque fois que le coca, il nous coûte beaucoup moins cher sur le produit final vendu. Donc, et là, ça va jouer sur les coûts d'acquisition, sur les coûts d'acquisition des clients et sur aussi les coûts de développement, sur la R&D, sur les finances, l'administration, etc., etc. Tout cela va jouer sur ces coûts-là. En fait, tout a été travaillé. Toutes les datas, on les a maintenant. On a tout, presque tout calculé, toutes les datas, que ce soit le client, que ce soit les pourcentages, etc., etc. L'ADMU, le mapping du Customer Acquisition Process, l'identification du core, toute la partie planification de sales et du grow. Maintenant, réellement, on doit pouvoir logiquement estimer les unités économiques au cours de tout le cycle du temps du produit. Et pour cela, en fait, pour pouvoir le calculer, il y a des inputs. Et les inputs sont simples. On doit savoir combien on va vendre, one-time revenue stream, ou bien upfront charge. On doit savoir les recurring revenue stream par rapport au produit, que ce soit les subscriptions, les maintenance fees, etc., etc. Est-ce qu'il y a des opportunités de revenus additionnels? Est-ce qu'il y a une marge sur chaque produit? Est-ce qu'il y a une marge sur chaque revenu? Là, on s'explique. On peut en fait, par rapport à une voiture, on reprend la Golf par exemple, on peut prendre une Golf classique normale, sans option, qui a une marge X.
Et on peut ajouter des options comme la caméra, comme des jantes, par exemple, 17 pouces, etc., etc. Et là, est-ce qu'il y a la question sur ça, est-ce qu'il y a une marge sur ces options-là aussi qu'on est en train d'ajouter? Est-ce qu'il y a un pourcentage de rétention? Et on va discuter du pourcentage de rétention, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une vie dans le produit? Est-ce qu'il y a un nouvel achat par rapport au produit? Comme on parle de la Golf, par exemple, il y avait la Golf 6, la Golf 4, la Golf 3, etc. Et le produit, il est en train d'évoluer avec une même marque Golf sous le brand de Volkswagen. Bien sûr, il y a la marque, la grande marque, puis il y a la sous-marque qui est Golf. Euh, Est-ce qu'il y a un coût sur le capital par rapport au produit, par rapport à notre business? Donc tout ça, on doit les mettre en tant qu'inputs pour pouvoir calculer le LTV. Et comment en fait on va le calculer? Comment on va le calculer? Et là, c'est simple, c'est une équation. La valeur actuelle du produit est égale au profit qu'on est en train d'estimer fois 1 moins le coût du capital euh, émis, donc là, le capital sur le développement du produit. Et là, on parle de pourcentage, le 1 sur 1 moins le coût, le pourcentage du coût de capital. Donc là, on va s'expliquer le tout puissance T, et T, c'est le nombre d'années après l'année 0. Donc ça paraît simple, ça paraît facile. Donc, si on décortique un peu cette équation. Donc, prenons l'exemple de Helios, par exemple. Helios, qui est une marque de panneaux photovoltaïques. Donc, peut-être que on a des revenus, l'année 0, on va mettre des revenus qui sont à 100 000 dollars. Et on va assumer qu'on va avoir 5% de growth chaque année. On va assumer aussi que pratiquement on va avoir une marge sur le produit de 97 000 dollars. On va assumer aussi que le net present value ou bien le above cost of capital, il va être de 97 000 dollars. On va assumer aussi que notre produit, il va vivre 5 ans. Et quand on va essayer de générer des added costs, des added revenue sur chaque année, la première année 18 900 dollars, la seconde année 17 800 dollars, etc., etc. Et on avance avec un net profit stream sur le LTV qui va être de 120 000 dollars, pratiquement 121 000 dollars. Notre unité de pricing sur le business model qu'on a choisi, c'est pratiquement 100 dollars de prix. Le prix. Et le business model est dans ce n'est pas un business model récurrent, mais au paiement direct. On va pratiquement faire du 100 000 dollars. Gross margin, la marge totale, elle va être de 97%. Le prix, il va augmenter 5% chaque année. Le life of product, 5 ans, et 5 ans, et puis il meurt. Et on va avoir 90% des gens retenus avec notre produit. Donc là, on a pratiquement mis des chiffres sur le produit et combien il va générer en termes de chiffre d'affaires. Le cost of capital for a company estimé, et ça, on parle de l'estimé, c'est pratiquement 40%. Pourquoi 40%? Tout simplement, là, on a toute la partie general administrative, on a des bureaux, on a toute la partie en fait achat qu'on a fait pour que cette entreprise existe et pour que cette entreprise aussi fonctionne en termes de RH. Le coût en capital réellement qui a été mis, que ce soit des coûts matériels pour le produit, mais aussi des coûts matériels pour les coûts humains, tous les coûts en fait,
on va estimer que c'est pratiquement 40% des revenus que je suis en train de générer. Donc, en ce sens, on revient, la valeur présente de mon produit, c'est égal au profit que je suis en train de faire chaque année, fois 1 moins les 40%. Cost of capital. Le 1 moins 40%, ça fait pratiquement 60%. Donc, profit fois 60%. Mais le 60%, il doit être à la puissance T. Si je suis dans le T0, donc je suis profit fois 1 directement, parce que 60% puissance 0, c'est égal à 1. Donc, le profit, c'est la présente valeur de l'année 0. Si je suis dans l'année 1, donc la valeur actuelle, elle va être le profit fois 1 moins 40%, puissance 1. Donc, ça fait pratiquement profit fois 60%. Donc, réellement, la valeur présente du produit, elle est à pratiquement 60% du profit. Dans la seconde année, etc., on y va en ce sens. Et à partir de là, on va pouvoir calculer la présente valeur de l'entreprise. Les considérations importantes, très importantes. Le business model decision is very important. Le long time value, il est pour les profits. Je dis bien, il est pour les profits, non pas pour les revenus. C'est pour voir combien de profits mon produit il va générer. Tout ce qui est coût ne sont pas négligeables. Tout coût, il doit être mis. Tous les coûts, elles doivent être mis. Il n'y a pas de coût négligeable. Sinon, ça va fausser tous mes calculs. Le gross margin, c'est lui qui fait la différence, en fait. En fait, la rétention des clients aussi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que la rétention, lorsque je ne retiens pas le client, en fait, nous voyons bien, les chiffres d'affaires, ils sont en train extrêmement de tomber. 200 000 $ à 18 900 $. Pratiquement, j'ai une rétention de clients de 90%. Donc, vraiment, c'est très faible. Donc, le chiffre d'affaires, il n'est pas en train d'évoluer sur un même produit. Et bien sûr, trouver des opportunités d'upselling serait très, très, très intéressant sur le même produit. Autant que tu puisses trouver des opportunités d'upselling, en fait, parce que tu vas payer pour avoir un client. Et lorsque tu trouves le client, tu l'as déjà dans ta main. Si tu trouves une opportunité de lui donner autre chose, de lui vendre autre chose, parce qu'il est là, il n'y a plus d'autres coûts que tu vas d'acquisition que tu vas l'avoir. Il est déjà chez toi. Autant lui vendre des trucs tant qu'il est déjà chez moi. Donc, ça va être très attractif pour toi pour avoir plus de revenus et avoir plus de profit. Et en fait, votre startup, la vie de votre startup dépend du lifetime value de ton produit. Il est très, 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 très important de voir ça. Et donc voilà pour aujourd'hui. Normalement, j'aimerais bien que vous essayiez de calculer votre LTV. Donc, je vous donne pratiquement d'ici la fin de la séance pour pouvoir travailler et calculer votre LTV. Là, je ne vais pas vous partager en fait ce document. Je vais vous partager un autre document juste un moment. Alors, j'espère que vous avez pu calculer votre LTV, la Lifetime Value, donc suivant l'exercice qui a été présenté. Donc,
j'espère que vous avez pu le calculer parce que ce serait très important après pour calculer le coca lors de la prochaine séance et ainsi pouvoir travailler toute la partie SWOT sur les prochaines séances, la dernière séance. Ok, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère s'il y a des questions, là je vous attends par rapport à ces questions. Sinon, on se revoit lundi pour la prochaine séance. Allez, bon week-end.